je suis content de vous accueillir à la rédaction de RCM pour vous présenter ce premier vidéo magazine modéliste, le premier en France. Et nous allons tout de suite partir au salon de Dortmund, où vous allez le voir, les nouveautés étant encore nombreuses cette année. Intermodelbo existe donc depuis 19 ans et se déroule dans le cadre du parc des expositions de la ville de Dortmund. Le salon couvre une superficie de 43 000 m². On voit ici que le hall réservé exclusivement à l'aéromodélisme et il accueille à peu près 120 000 visiteurs par an sur une durée de 5 jours. Les modèles que l'on y voit exposés sont souvent exceptionnels, comme ce Clem 35 au tiers, qui était précis à 98% paraît-il, ou encore cet ASK13 de 4,50 m. Il y a également des machines un peu plus originales, comme ce planeur d'assaut allemand, le DFS 230, qui date de la Seconde Guerre mondiale. Ici, il mesure 4,18 m d'envergure et pèse 7,5 kg. De nombreux Warbirds, bien entendu, également sur les podiums de présentation des modèles, comme par exemple ce Messerschmitt 109 de 3,50 m d'envergure, qui est motorisé par un bicylindre en ligne. Et l'un des plus beaux modèles cette année était ce Henkel 51, un avion d'entraînement de la Seconde Guerre mondiale, qui mesure 2,82 m d'envergure et qui pèse 16,5 kg. Il est motorisé par un Titan 62 cm3 réducté, ce qui lui permet d'entraîner une grande hélice de 24 pouces de diamètre. Quant à ce lama, il s'agit d'un kit e-robot profondément modifié et amélioré avec de nombreuses petites pièces ajoutées qui lui donnent un réalisme tout à fait saisissant. Ce Sukhoi 30 Flanker, qui appartient à Wolfgang Klur, a eu le deuxième prix en vol au Jet World Master 95. L'association Antique Model Flugfreunde a toujours un grand stand à Dortmund. Cela se comprend aisément quand on connaît le passé historique du modélisme en Allemagne. On voit ici un modèle appelé Möbius qui date de 1935 et qui mesure 2,82 m d'envergure. À l'origine, c'est un modèle de vol libre. Quant au Majestic Major, c'est un des premiers avions radiocommandés qui nous vient des États-Unis. Il est ici équipé d'un moteur moderne. Il y avait également à Dortmund une magnifique vitrine où une rétrospective sur la radiocommande était très intéressante à voir. On voit ici deux ensembles, Variofon et Bellafon de Grunding, distribués par Graupner au début des années 60. Ici, une radio encore plus vieille qui était l'œuvre d'un amateur. Mais le salon de Dortmund est avant tout une gigantesque foire où la plupart des modélistes allemands viennent faire leurs emplettes. En particulier, on y trouve des modèles absolument introuvables ailleurs, comme des planeurs de F3J. Ici, le magnifique Charon, tout en fibre de verre, qui mesure 3,43 m d'envergure et qui peut être équipé au choix soit du Selig 7037 ou du RG15. Quant à Harry Rosenthal, il était bien sûr présent, tout comme Oline, le célèbre fabricant de planeurs lancés-main, sur le stand duquel on trouve ce magnifique modèle micro qui semble avoir énormément de succès, ou encore le Mini Wizard tout en fibre de verre, lui aussi, et le nouveau modèle F3J de la firme qui semble être un modèle extrêmement prisé également en compétition. Chez EMS, le stand est toujours aussi magnifiquement présenté, avec là encore un nouveau planeur de lancer-main, le Miracle. On trouvait également ce magnifique pylône rétractable pour moteur électrique adaptable sur la plupart des planeurs de 4 mètres. Le décor ne change pas, mais nous sommes ici chez Krauss, un autre grand fabricant de planeurs allemands. Quant à ce magnifique train suspendu pour grand planeur et ce pylône à la fabrication absolument fabuleuse, ils proviennent de République tchèque et sont adaptés à des planeurs de plus de 5 mètres d'envergure. Chez X-Model, les planeurs polonais sont toujours magnifiquement mis en valeur et ce sont tous des modèles de très grande performance. On trouve également des choses absolument introuvables en France, comme ces divers treuils pour le F3B ou simplement pour le loisir.
ainsi que des dispositifs informatisés de charge et de décharge d'accu chez Ekman. Turbine électrique Vemotech est bien entendu présent lui aussi, tout comme le fabricant de cerveaux Vols qui présente ici deux modèles destinés au modèle indoor, un qui pèse 7,5 grammes et l'autre, le Twins, qui contient donc deux cerveaux dans un même emballage et qui pèse 14,5 grammes. Magnifique présentation pour les modèles Voster qui sont importés en France par Sopedra comme on le sait. Quant à ce Cessna 337 d'origine JR Models, il est importé en France par Top Model. Chez Ripin, c'est véritablement la foire au fuselage en vrac. Et voici un stand un peu plus original, celui de Ralph Petroche, que l'on connaît bien pour ses modèles qu'il présentait à la Ferté-Alais il y a quelques années et qui s'est reconverti dans la peinture aéronautique absolument superbe. Les Allemands sont de grands amateurs de voltige grand modèle et on trouve des avions comme des Cap de 2,20 m ou 2,40 m d'envergure en vrac. C'est absolument inconcevable chez nous. Chez SMC, en revanche, une nouvelle gamme appelée Las Vegas propose des modèles de très grande taille, comme ce Cap 232 de 2,75 m d'envergure qui pèse à peu près 10 kg et qui peut être motorisé avec un moteur d'à peu près 80 cm3 minimum. Il y a également un Gilles G202 de 2,85 m qui peut être motorisé par un 3W de 120 cm3. Chez King, la grande nouveauté est ce moteur très compact, un 103 cm3 4 temps qui pèse 3,9 kg, qui est donné pour 7 chevaux et qui a la particularité d'être extrêmement silencieux. Chez Moki, ce 5 cylindres en étoile de 215 cm3 est donné pour 13 chevaux et demi. Graupner était bien entendu présent avec la totalité des modèles de son catalogue, le célèbre fabricant allemand présenté ici pour la première fois en public depuis le salon de Nuremberg toute sa gamme de nouveautés. En particulier ce magnifique LS8 de plus de 3 mètres d'envergure et l'avion le plus grand qu'il n'ait jamais produit à l'heure actuelle, le Katana, un avion d'aéroclub allemand à l'heure actuelle en certification. Autre grand fabricant présent, bien entendu, Rob, qui présentait aussi une bonne partie de sa gamme, en particulier toutes les radios Futaba, et les nouveaux accessoires comme cette caisse de terrain qui semble extrêmement pratique. Les nouveaux modèles, comme le Fox et le Karat, se font attendre avec une grande impatience par la plupart des modélistes. Les spectateurs qui ont vu la cassette de Top Gun reconnaîtront ici le Ju-52 de la firme Fiber Classics, un modèle de 3,25 m d'envergure, dont le master avait été réalisé par le Suisse Meinrad Kammerlander. Bien entendu, la gamme de la firme de Andreas Gitz propose aussi un certain nombre de Warbird à l'échelle du car, comme ce Mustang, ce Spitfire, ou encore un magnifique Yak 11 dont les bandes crantées du fuselage sont magnifiquement reproduites comme vous pouvez le constater. Mais chez ce fabricant de kits tout fibre, la grande nouveauté était ce JB de 2,37 m d'envergure qui pèse entre 12 et 13 kg et qui est motorisé par un moteur de 60 à 120 cm3 ou le tout nouveau 5 cylindres en étoile Seidel de 125 cm3. Autre fabricant de kits tout fibre, Airworld présentait cet Albatros de 1,38 m d'envergure destiné à une motorisation par turbine. Quant au Gobe 82, il s'agit d'un planeur hongrois de 1963 qui avait été dessiné par Erno Rubik. Il mesure 3,15 m d'envergure. Très imposant quant à lui, ce Focke-Wulf 190 mesure 2,60 m d'envergure, pèse à peu près 15 kg et il est motorisé par un Moki 80 cm3 apporté par ce fabricant d'ailleurs. Et la grande nouveauté, beaucoup plus abordable, est ce Super Constellation prévu pour une motorisation par 4 Speed 400 qui peut être livré soit en décoration TWA, soit en décoration Lufthansa, entièrement terminé. C'est un modèle qui devrait connaître un très grand succès. Quant au Catalina, qui est sans doute le modèle le plus imposant de la gamme, il mesure 3,27 m d'envergure, est motorisé par deux moteurs 20 cm3 et peut être équipé d'un train rétractable sur amortisseur à gaz. Mais la future coqueluche des modélistes français risque bien d'être ce Canadair CL415 de la firme Aéronaut, parce qu'il reproduit avant tout un avion de la sécurité civile que l'on connaît bien sur la Côte d'Azur, mais aussi parce qu'il est relativement économique avec sa propulsion par deux Speed 400 réductés, ou équivalents. Il sera sans doute possible de le traiter en version hydravion, réellement navigante, grâce à ce fuselage en fibre de verre, qui est totalement étanche.
Voici rapidement survoler les nouveautés avions du salon de Dortmund 97, mais avant de le quitter, j'aimerais vous montrer les plus belles réalisations que l'on pouvait trouver dans les halls adjacents. Vous avez pu le constater à Dortmund, les nouveautés, qu'elles soient le fait de petits artisans ou d'importateurs des produits des pays de l'Est, sont très nombreuses. Au salon de la Porte de Versailles, qui se déroulait à la même date cette année, et qui reçoit plus de 200 000 visiteurs, ce qui en fait un des salons les plus visités à Paris, elles sont moins nombreuses, certes, c'est vrai, mais en revanche, les démonstrations à vol sont absolument uniques au monde. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Organisé depuis une dizaine d'années dans le hall numéro 1 du parc des expositions de la ville de Paris, le Salon international de la maquette et du modèle réduit est un lieu où l'on se rend en famille afin de découvrir toutes les facettes d'un loisir passionnant qui est le modélisme. Bien entendu, l'aéromodélisme est largement représenté, en particulier par l'immense stand de la FFAM qui accueille un nombre incalculable de semi-maquettes qui donnent bien envie. On voit ici le Yak 3 de Patrick Deslandes, un modèle qui nous a représenté l'an passé au championnat du monde maquette de Périgueux et qui cet été s'est envolé pour la Roumanie afin de participer au championnat d'Europe. Quant à ce grand Concorde de plus de 5 mètres de long, il s'agissait d'une maquette statique qui devrait être bientôt motorisée et qu'on le retrouvera peut-être l'année prochaine sur le stand des amateurs de petits gros, le stand de Lima, que l'on voit ici et qui est comme d'habitude surchargé par des modèles tous plus impressionnants les uns que les autres. Ici le JBR2 de Pierre Ferrand, l'un des plus monstrueux modèles qui ait jamais été construit en France, avec son fuselage de plus de 80 cm de diamètre. Il n'était pas le seul racer, puisque l'on voit ici le Bulldog de Pascal Madieu, motorisé par un moteur Quadra Aero de plus de 250 cm3, qui n'est pas encore qualifié en catégorie 3, mais ça ne saurait tarder. Le Dagored de Gilles Chevalier, le nouveau président de Lima France, faisait lui aussi parler de lui, ainsi que le gros corsaire de 4,50 m, bien connu de Jean Biarritz. Autre association modéliste bien connue, EOL fêtait cette année ses 25 ans. Il s'agit d'une association qui regroupe tous les amateurs de planeur. De notre côté, à la rédaction de RCM, nous avions décidé de nous démarquer en faisant évoluer durant le salon un dirigeable réalisé par Eric Messan, un spécialiste du F3B il y a quelques années. Il a fait partie de l'équipe de France, il avait participé au championnat du monde de York en Angleterre en 82 ou 83 et depuis il s'est reconverti dans les voiliers radiocommandés. Ce modèle à propulsion électrique
utilise une enveloppe de ballon publicitaire captif, modifiée d'une façon extrêmement ingénieuse, qui lui donne une grande maniabilité et surtout une autonomie de plus de 2 heures, ce qui est très appréciable dans le cadre d'un salon tel que celui-ci. Du côté des stands commerciaux, malgré quelques absences remarquées, on note tout de même l'arrivée de top modèles, avec en particulier ce magnifique Nimbus tout plastique de plus de 6 mètres d'envergure et la gamme complète des moteurs tchèques ZDZ. Du côté du fabricant français MFK, on remarquera que le Goofy de Francis Plessier est maintenant produit en série. Il a déjà fait les belles heures de nombreux débutants dans les années 70 et peut-être que ce sera aussi le cas pour les débutants des années 95-2000. Du côté de Radio Maquette, la gamme des modèles Weston très originale, avec en particulier ce Delta très agressif. Air Loisirs propose un magnifique planeur lancé main, le Bettina, ainsi qu'un avion d'entraînement Airbus l'Astro 40 à la magnifique finition. On retrouvait le Jedi de notre ami Pierre Rondel sur le stand de New Power. Quant à PB Modélisme, son stand est toujours aussi bien garni de modèles de tout genre. Du côté des grands fabricants, Gropner avait un stand extrêmement imposant, mais peut-être un peu dépouillé à l'intérieur parce que de nombreuses nouveautés étaient absentes, étant présentées au même moment au salon de Dortmund comme vous pouvez le voir dans le reportage précédent. En revanche, on trouvait le Bird Dog et le Cap 231 qui devraient connaître un certain succès cette saison en France. Mais le plus imposant de tous les stands était sans aucun doute celui de l'importateur de robes et de fûts-tabac en France, la société Tiger. On voit ici la gamme complète des hélicoptères Schluter, ainsi qu'une vitrine du matériel fût-tabac extrêmement intéressante dans la mesure où toute la gamme était présentée de A à Z. Et également de nombreux modèles qui feront le bonheur des modélistes cette année. L'aire d'évolution qui fait la particularité du Salon de Paris mesure plus de 50 mètres de côté, ce qui permet de faire évoluer des modèles beaucoup plus grands que ce que l'on pourrait attendre de modèles évoluant en intérieur. Cette année, le programme était sous le patronage de Claude Serre, le nouveau président de l'Euram 4 Île-de-France, mieux connu pour avoir organisé pendant plus de 10 ans la Bande d'Ordange. Comme chaque année, le bal a été ouvert par les montgolfières du club de Belfort, mais on a retrouvé avec plaisir un modèle âgé de plus de 10 ans, l'Elecnit de notre confrère Guy Revel, qui avait été le premier motoplaneur électrique à évoluer sous les voûtes du CNIT à la Défense. Une gigantesque vedette cette année, si on peut dire, le plus petit modèle du monde, du néerlandais Rick Rusvink. L'envergure est 440 mm. Le moteur, c'est une Mabuchi. Une Mabuchi de 1 volt utilisée qui est pour le vol libre intérieur. C'est acheté en Amérique par Kenway avec la réduction de 4,2. Entièrement en carbone. C'est une pile de 1 mm et 1 mètre long. Et c'est une chaussette imprégnée et ça pèse 3 grammes par mètre. Nous nous excusons pour la qualité du son dû au bruit ambiant dans le salon, mais j'espère que vous avez bien entendu, ce modèle mesure 44 cm d'envergure et pèse 31 grammes seulement. C'est un record absolu. Cette année d'ailleurs, les Inder étaient particulièrement en vedette au salon de la Porte de Versailles. On voit ici la flûte avant de Jean-Claude Bourgoin évoluer, un modèle qui est propulsé avec un moteur au CO2, des moteurs qui reviennent à la mode. Alors voici les incontournables du vol d'intérieur tel qu'il se pratique en 97, un moteur de haute qualité à induit en cloche et réducteur incorporé dans l'axe, avec un fort taux de réduction, et un variateur électronique à haute fréquence qui pèse 1,5 g et qui est utilisable sur pratiquement tous les modèles.
Et oui Guy, les moteurs électriques sont tout de même bien plus utilisés encore pour les modèles indoor, et on voit ici le modèle de Guillaume Didier qui a fait l'objet d'un plan encarté dans Looping, ainsi que le biplan de Jean-Michel Coeur, commercialisé par son magasin Batmodélisme, un modèle tout en polystyrène et balsa qui vole formidablement bien pour un prix extrêmement économique. Vraiment de tout maintenant dans la catégorie indoor, et en particulier des Funfly qui nous ont fait durant le salon une magnifique démonstration de course aux pylônes à l'intérieur des filets. On passe à un autre registre avec cette soucoupe volante pilotée par Lionel Bertolo, qui ne pouvait pas faire grand chose d'autre que des ronds en l'air, mais ma foi c'était tout de même très spectaculaire. Les hélicos ont bien entendu toujours leur place à la porte de Versailles. Il s'agit souvent d'exhibitions faites par les fabricants ou les importateurs. On a ainsi ici l'Ergo 60 de JR, importé par Grotner. Et on voit le Skyfox Vario faire ici la démonstration de la précision de son pilotage. Les petits gros sont bien entendu présents, eux aussi, ils se contentent de rouler, bien entendu, il est strictement impossible pour eux de décoller, mais ils sont toujours très appréciés du public. On voit ici le L4 de Gilbert Voidier qui va déplier ses ailes devant le public absolument ébahi par les qualités de réalisation de ces modèles. Les planeurs lancés main, bien entendu, étaient aussi à l'honneur. On voit ici Sébastien Simon, le spécialiste bien connu, qui va faire un lancer qui sera pas loin d'atteindre le plafond, qui est placé à 24 mètres de haut. C'est Pierre Vecq qui est maintenant le commentateur attitré. Il était cette année secondé pour la dernière fois par Jean-Louis Lemay, puisque Jean-Louis a quitté la fédération depuis cette date. Beaucoup de matériel et en exhibition cette année au salon, ce qui a permis une grande diversité des démonstrations, et en particulier ici au premier plan, le Diablotin de Top Model piloté par Stéphane Lawrence, qui nous a fait de très belles démonstrations, dans l'esprit de celle de Christophe Paysan-Leroux, que vous attendez tous bien entendu, et que je vais maintenant vous laisser admirer.
Après la visite de ces deux salons, qui sont les événements majeurs du début de saison, rendons-nous sur le terrain du club de Dreux afin d'y suivre la seconde édition du concours de planeur lancer-main organisé avec le soutien de RCM. Bien, pour la deuxième année, on organise un concours lancer-main sur notre plateforme proche de Dreux. Le règlement est très simple. Il faut voler dans une plage de temps de 7 minutes, le maximum de temps possible. Le chronomètre est déclenché à chaque fois qu'un lanceur jette son planeur et on arrête le chronomètre à chaque fois qu'il le rattrape. Il y a des pénalités qui sont rajoutées si le planeur touche le sol. Et dans la plage de 7 minutes, le vainqueur est celui qui a volé le plus de secondes en l'air. Eh bien, merci de ces précisions, François. J'ajouterai simplement que la pénalité est de 20 secondes quand le planeur touche le sol, mais qu'il en existe une également de 5 secondes quand le pilote rattrape son planeur. Les concours de planeurs lancés-main connaissent un engouement grandissant en France depuis 2 ans, pour 2 raisons qui sont assez évidentes à comprendre. C'est que d'une part, c'est le seul règlement en modèle réduit RC qui fasse appel aux qualités athlétiques des pilotes, et d'autre part, les machines sont relativement économiques. Les planeurs sont généralement des 2 axes d'environ 1,50 m d'envergure qui utilisent des cerveaux de taille mini évidemment pour gagner un maximum de poids. Ils pèsent en général entre 350 et 500 grammes et surtout ils utilisent, même si leurs ailes sont en structure, des profils extrêmement performants du genre Selig Donovan 7012 ou 4083 ou RG15 ou encore plus récemment sur des machines comme le planeur de Laurent Berlivet et de Thierry Harvieux, le SB LM02. Laurent Berlivet qui doit ici effectuer une petite réparation sur le terrain, aidé de Guillaume Didier et d'Arthur Pétry. Alors évidemment c'est autorisé par le règlement dans la mesure où le temps de travail continue à tourner et ce genre de petite réparation prend un certain temps et c'est évidemment un handicap. Vous pouvez voir que les conditions de vol étaient à peu près idéales dans la mesure où il faisait très très beau. En revanche, les ascendances n'étaient pas très nombreuses. Il y avait 25 concurrents durant ce concours de Dreux, et parmi eux, certainement les meilleurs spécialistes de la catégorie, ce qui fait qu'on a eu un concours qui, dès le départ, a été assez serré, avec des résultats extrêmement intéressants à suivre. Vous pouvez constater que les planeurs se posent rarement au sol et que les pilotes perdent peu de temps à la relance. Quand ils attrapent le planeur, ils le relancent immédiatement. Ça compte beaucoup parce que des fois, en fait, quelques secondes seulement les séparent les uns des autres. Parmi eux, peut-être que le plus célèbre est maintenant Nicolas Rank, qui va maintenant nous présenter un tout nouveau planeur qui est issu des fabrications de l'ex-firme MAP, qui est devenu MCV, un des planeurs les plus performants sans doute en lancer-main à l'heure actuelle avec son aile tout plastique, le Fugue. Je vous présente le Fugue, qui est un planeur lancer-main fabriqué par un artisan français. Il s'agit de M. Pétignot, modélisme et composite du Vexin, ex-MAP. Je dirais que c'est un planeur lancer-main presque de nouvelle génération, puisqu'il fait appel à des techniques modernes de construction, donc du tout plastique. Le fuselage est en fibre. Les ailes sont également faites en fibre et en Kevlar, avec un longeron en carbone, en moule, d'une seule pièce. C'est un planeur qui est très performant du point de vue finesse. Il se débrouille très bien par vent dès qu'il y a du vent en fait, donc il monte très bien. Il a une très bonne finesse en vol, il transite très bien. Il est très vif aux commandes parce qu'il a un faible bras de levier arrière. Par contre la direction est moins peut-être vive. Ceci s'explique par le dièdre qui est assez réduit, mais qui permet tout de même de spiraler assez à plat.
Donc sinon, oui, c'est un planeur performant. Nicolas nous le prouva d'ailleurs durant les premières manches, où il nous montra d'ailleurs ses qualités de pilote en étant le seul à faire un vol de plus de 4 minutes. Et il est vrai que la machine semble performante, mais peut-être un peu délicate à piloter, et elle semble également extrêmement légère. Quel est son poids d'ailleurs, Nicolas? Le poids, il pèse 400 grammes, donc les caractéristiques sont dans la norme. Il fait 1,50 m. Pour 400 grammes, une surface de 24 décimètres carrés, ce qui fait une charge à l'air de 16,6 grammes. C'est dans la norme pour un profil qui est un CLX 7012, qui marche très bien avec les ailes moulées. Ce qui fait que ça a une bonne finesse, la vitesse de chute n'est pas trop élevée en fait. Et on arrive par petits temps à bien tenir avec une assiette assez cabrée puisqu'il est plutôt optimisé pour la vitesse. Nous voici déjà au stade des demi-finales où 12 pilotes ont été qualifiés en 2 séries. Évidemment, les écarts entre les pilotes seront relativement faibles à ce niveau de la compétition et les juges ont les yeux rivés sur les chronos. Nicolas Rank ne dépassera pas ce stade de la compétition, malheureusement, ayant brisé le fuselage de son planeur sur un mauvais rattrapé, et il ne pourra pas, malgré l'aide de tous ses principaux concurrents qui ne volaient pas dans la même série que lui, retourner sur le champ de vol avant 1 minute 30 de la fin du temps de travail, ce qui est évidemment un handicap rédhibitoire. Cela n'entame pas du tout pourtant sa bonne humeur, une bonne humeur qui est quasi permanente dans les concours de lancer-main et c'est bien sympathique. Arthur Petri, un membre du gang des Graves de Saint-Yan, tel qu'on les a appelés après les nationaux de l'année dernière, a connu lui aussi quelques petits problèmes sur son planeur de fabrication perso. Aidé ici par Bruno Guittard, il essaie une réparation sur la commande de direction de l'empennage qui prendra un temps considérable et qui l'élimine évidemment pratiquement d'office de la finale. Petit jeu, on peut dire que les finalistes sont la plupart du temps les pilotes qui n'ont rien cassé. Même si Bruno est passé très près là, il a juste bien rattrapé son planeur. Bonjour, je me prénomme JB, j'ai 30 ans et j'utilise un champion de chez Saint-Prop. Bonjour, Pascal Elvalet, j'ai 37 ans et j'utilise un planeur personnel un peu copié sur d'autres. Le profil, c'est un HLG 7037. Bonjour, je m'appelle Jonathan Diana, j'ai 14 ans et c'est un Viki 2. Bonjour, je m'appelle Guillaume Didier, j'ai un planeur lancé main avec un SB 96 LM et j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Bruno Guittard, j'ai 17 ans et j'utilise une base de V-Star avec un petit peu d'Andy aussi, donc c'est le RG15. Je m'appelle Laurent Berlivet, j'ai 27 ans et j'utilise un planeur tout plastique avec un peu de scotch et un Serge Barth 96. Et bien comme on pouvait s'y attendre, la moyenne d'âge des pilotes est donc très faible dans cette finale du concours de Dreux. Le vétéran est en quelque sorte Pascal Delvalet, Pascal qui est également un pilote qu'on retrouve souvent en concours de voltige grand modèle, ce qui en fait un des modélistes les plus éclectiques en France à l'heure actuelle. À ce stade de la compétition, en finale, on n'a pas le droit à la moindre erreur, et c'est malheureusement ce qui va arriver au jeune Jonathan Diana, qui était bien parti pour gagner son premier concours. Il va laisser échapper une fois le planeur de ses mains, et à ce niveau, c'est une fois de trop. Il est donc écarté du podium. De son côté, JB Verrier va connaître un gros problème également, puisqu'il va replier les ailes de son champion Simprop, un planeur pourtant réputé solide, sur le lancer. C'est donc finalement le jeune Bruno Guittard qui remporte le concours. C'est son premier concours de planeur dans ses mains, mais ce ne sera pas le dernier de la saison, on peut le penser.
La remise des prix sera faite par la présidente du club, Catherine Maton, qui est également la seule femme pilote en voltige F3A série 2 que l'on ait à l'heure actuelle en France. Un vidéo magazine sans bande essai, ce ne serait pas un vrai vidéo magazine tel que nous l'entendons à la rédaction de RCM. C'est pourquoi pour ce premier numéro, nous vous proposons le banc d'essai du Learjet de Great Plains, un modèle très original qui a reçu l'an passé le prix du modèle de l'année décerné par un ensemble de 7 magazines de la presse modéliste mondiale. Vous allez le voir, notre essayeur, qui n'est autre que Gilles Descroix, que les lecteurs de RCM connaissent bien, s'est métamorphosé aux manches de cet avion. Donc voici donc le Learjet 40 de Great Plains. Donc c'est un kit importé en France par Scientific France. L'avion mesure 1,45 m d'envergure, 1,49 m de long. Il est propulsé par un 6 cm3 et demi, classe 40. Son poids est de 3,1 kg et sa charge l'air est de 86 g au décimètre carré. C'est un kit tout bois, sans difficulté principale de construction. L'aile est en structure. Le fuselage est en monocoque avec des lattes de balsa enroulées sur des couples. L'entoilage est très simple, en solar. La décoration est celle du kit, avec les autocollants fournis dans le kit. Donc l'installation moteur est très classique. C'est un 40 installé sur un bâti en nylon qui entraîne une 10-6 Graupner. La particularité là, dans ce cas de figure, c'est que le moteur est à échappement arrière et le résonateur est caché à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est pas prévu par le fabricant, c'est une adaptation personnelle, mais qui permet d'avoir un échappement beaucoup plus discret sur cette machine. La trappe avant permet d'accéder au réservoir et à toute la plomberie due au résonateur. Très classique en fait. L'aile est maintenue en place par 2 vis en nylon. Donc l'ouverture du fuselage se fait en enlevant les 2 vis. L'aile est maintenue en place par les tourillons à l'avant, 2 tourillons. Et puis donc ça permet d'avoir accès à l'installation du cerveau d'aileron qui est vraiment très classique sur ces modèles réduits. À l'intérieur de ce fuselage, on trouve donc le résonateur, l'échappement de l'OS 40 VF, le cerveau de gaz et le cerveau du train avant directionnel qui est fixe sur cet avion, mais il y a la possibilité de mettre en option un train rentrant qui s'adapte parfaitement d'ailleurs à ce style d'avion. Juste derrière, là ici vous avez la sortie d'échappement et derrière on a accès au compartiment radio, donc par simplement 2 petites vis de part et d'autre du fuselage. Donc les cerveaux de direction, de profondeur, l'interrupteur, le récepteur et la queue avec juste derrière un petit peu de plomb qui permet le centrage de l'avion. Donc cette installation est un petit peu particulière puisque rejetée à l'arrière du Learjet à cause du bras de levier avant qui est assez grand sur cet avion pour avoir la ligne de jet.
Donc la particularité aussi du Learjet, c'est d'avoir toutes les commandes rejetées au sommet de la dérive, la commande de profondeur qui ressort par des câbles qui coulissent, qui cheminent dans la dérive, dans des gaines en plastique, des câbles acier de très bonne qualité d'ailleurs, d'origine américaine, qui ressortent de part et d'autre de la dérive, et la commande de dérive qui suit le même chemin également, d'où l'implantation radio aussi en pied de dérive. L'antenne, elle aussi est rejetée derrière, puisque l'avion possède une hélice à l'avant, donc il n'y a pas tellement d'autre solution que de la mettre à l'arrière de l'avion. Et elle sort par un tout petit bout de gaine plastique. Donc vous venez de voir le Learjet Gridplane évoluer. C'est un avion qui a un vol rapide, qui est assez chargé, donc il demande une bonne attention au pilotage. Les figures de voltige de base sont tout à fait possibles. La boucle peut être d'un grand diamètre en fonction de la puissance dont on dispose. Le tonneau demande à être compensé sérieusement en vol d'eau, mais bon là il y a peut-être le centrage à affiner également. Donc comme ce sont ses premiers vols, on ne peut pas tout en dire. Donc les pilotes qui achèteront ce kit et qui construiront ce kit pourront agrémenter leur vol réaliste de figures de voltige sans que ça compromette beaucoup la vie de la cellule, qui est assez résistante aussi pour les atterrissages. Donc moi je conseille cet avion à des pilotes déjà bien dégrossis, capables de construire déjà un tel modèle et de piloter un avion qui est quand même assez chargé, assez rapide. Depuis plusieurs années, le plus grand concours de voltige grand modèle, autrement dit de VGM, se déroule en région parisienne au Modèle Club Buxéen, à Boissy-sous-Saint-Yon sur la Nationale 20 au sud de Paris. Si cette année, malheureusement, la météo n'a pas été avec nous, il faut quand même constater que d'année en année, les pilotes font des progrès considérables, à tel point que le Winners Trophy est maintenant pratiquement devenu un mini-TOC à la française.
existe le Winners, Maurice? Eh bien, le Winners existe depuis 6 ans, puisqu'aujourd'hui, 1997, c'est la 6e édition. Il est né à Boissy, c'est son berceau. Et à l'origine, c'était un des premiers concours de voltige VGM en France? Alors à l'origine, c'est pas vraiment l'un des premiers concours, puisqu'en fait, il existait des concours, il existait même un championnat de France, mais l'air du temps ayant passé un peu, ça partait un petit peu en désuétude. Donc on a décidé de faire un concours de voltige grand modèle sur un règlement complètement nouveau, privé, sans aucune contrainte. Et c'est parti comme ça. Simplement une équipe de quelques personnes qui se sont mis à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire, quel règlement on pouvait faire. Et le Winners est né. Il faut savoir qu'ici au Winners, les pilotes sont subdivisés en 3 catégories. Les meilleurs étant la catégorie Most, ils sont peu nombreux, moins d'une dizaine. Les pilotes intermédiaires sont classés dans la catégorie Super, qui est déjà, comme son nom l'indique, une catégorie où le pilotage est d'un bon niveau, c'est les pilotes qui sont les plus nombreux. Et enfin, c'est une catégorie tout à fait spécifique aux Winners, il y a la catégorie Cool, qui est la catégorie réservée aux débutants en compétition voltige grand modèle, et qui est donc ouverte à des pilotes qui ont peu d'expérience, qui permet sans doute à certains de prendre goût à la compétition et de progresser à grands pas. Le Winners, c'est un concours qui a un succès fracassant, c'est celui qui a la plus grosse fréquentation de tous en France, et il faut dire que le club de Boissy-sous-Saint-Aignan s'y est employé. Bravo Maurice, mais pourquoi? Eh bien, le Winners Trophy, la première année, lors de sa création, a réuni une quarantaine de concurrents, et puis la réputation, avec l'aide des publications modélistes, la réputation s'est étendue, on est monté progressivement en demande, ce qui nous a amené à limiter à maintenant une cinquantaine de concurrents, ce qui nous fait un plan de charge important pour les 3 jours. Mais il est à savoir que le nombre de demandes originales sont de l'ordre de 80, donc on a des inscriptions au premier arrivé jusqu'à 50, puis une liste d'attente. C'est une évolution du Winners Trophy. Il a évolué d'une autre manière aussi, puisque partant d'un concours privé, il a servi plus ou moins de banc de test sous le regard de la fédération, qui a redémarré un championnat de France, qui a eu son règlement différent, et puis au cours des années, les 2 règlements se sont rapprochés, se servant des expériences mutuelles, pour arriver aujourd'hui, le Winners Trophy est le premier de la saison des concours de sélection en vue du championnat de France 98. Donc règlement parfaitement uniformisé maintenant. Le vainqueur en catégorie Super cette année n'est autre que le tout jeune Stéphane Carrier, tout juste 10 ans, le petit prodige de la voltige actuelle, qui marche à grands pas sur les traces d'un certain Christophe Paysan-Leroux, il semblerait. Alors, cette année, Stéphane a battu des pilotes bien plus expérimentés que lui, mais d'une façon tellement évidente que sa victoire n'a surpris personne. L'année prochaine, on va le retrouver dans la catégorie Most et il se pourrait bien que là aussi, il crée quelques surprises. Peu d'images en vol malheureusement à cause de la météo, mais vous verrez sur cet atterrissage la précision démoniaque de ce pilote d'exception. On voit ici les pilotes de la catégorie Most s'entraîner pour un inconnu, dans la bonne humeur. Peu de nouveautés techniques cette année au Winners, hormis ce moteur que va nous présenter Maurice. Le nouveau moteur, c'est un proto qui sortira peut-être en production en 98. C'est tout simplement un moteur à admission par boîte à clapet qui permet d'aspirer l'air vers l'arrière du moteur et donc de gagner sur le bruit et gagner aussi probablement un peu sur la puissance. Sa cylindrée? La cylindrée, il y a 2 cylindrées comme ça, celui-ci c'est un 70 cm3, les mêmes sont en test en 80 aussi. Voici une installation radio particulièrement intéressante dans le cap d'Alain Détry. Le récepteur est en effet isolé des vibrations du moteur en étant suspendu sur une platine qui est suspendue par 4 élastiques, et chaque rallonge de cerveau reçoit une ferrite antiparasite. Au décollage, l'avion de Frédéric Régnier, un pilote de la catégorie Most, qui effectue ici un programme inconnu.
Il s'agit d'un modèle issu d'un kit Delro de 2,50 m d'envergure, motorisé par un moteur 3W 70 cm3 monocylindre, pesant 12 kg. Bernard Gastaldi, quant à lui, concourait avec un avion entièrement en bois, un Extra 300S de 2,23 m d'envergure, motorisé par un Titan 62 cm3. Sa masse était de 9,8 kg. C'est super sympa, à condition que ça se fasse plus au mois de février. Ceci dit, le niveau, et en étant sérieux, le niveau surtout des musts est carrément une marche bien supérieure. Et côté super, je pense qu'à part quelques candidats, le reste, il y a beaucoup de travail à faire. Mais on ne peut pas encore porter trop de jugement, c'est le début de l'année, les débuts des concours et les débuts des entraînements. Et non, vous ne rêvez pas, ici déguisés en SCO, on retrouve David Bellec et Manuel Bogno, deux pilotes must durant les programmes inconnus, libres. Il faut dire que le sponsor principal de la manifestation cette année était le Buffalo Grill, ce qui explique que le thème musical obligatoire imposé par l'organisateur ait été la musique western. Vous venez de voir donc évoluer l'Extra ZN de David Bellec, maintenant suivi par le Cap ZN également de 2,38 m d'envergure de Fabrice Ménage, sous le regard intéressé de deux organisateurs, eux aussi déguisés comme les pilotes. La particularité des libres, c'est que les pilotes de toutes les catégories peuvent participer puisqu'il s'agit d'un classement à part, et l'on a ici le stamp Svensson du belge Dierix, un modèle totalement hors de la compétition en quelque sorte, avec ses 2,10 m d'envergure et son pauvre moteur Supertic de 30 cm3, il ne pouvait pas être comparé aux autres machines de compétition que l'on avait ici. Au décollage, l'extra de Bernard Gastaldi, magnifiquement piloté dans ce libre, avec beaucoup d'improvisation et un rythme très soutenu. Il est d'ailleurs curieux de remarquer que la plupart des musiques choisies, qui étaient bien entendu tirées des fameux westerns de Sergio Leone, une musique d'Ennio Morricone donc, a un tempo relativement lent, ce qui s'accorde assez mal avec des programmes libres normalement. Malgré tout, on a eu des vols assez bien rythmés et assez en mesure avec la musique. On retrouve ici Manuel Bogno en vol avec son Vigans Z250 Lagman de 2,32 m d'envergure. C'est un modèle qui pèse 8 kg et qui est motorisé par moteur Team de 54 cm3. Manuel manquait cruellement d'entraînement pour les programmes imposés, connus ou inconnus. En revanche, en libre, il fait encore preuve d'une belle originalité. Sous ce déguisement de Dalton, vous aurez reconnu la famille Carrier. Malheureusement, nous n'avons pas d'image de Stéphane à vous présenter à cause de la pluie. Il a en effet volé sous une grosse averse. Et ici, c'est Patrick Lemonnier qui va nous réaliser une figure tout à fait originale, pour le plus grand plaisir du public d'ailleurs. Au décollage, l'Extra 300 Lagman de Bernard Taillant, un modéliste qui vient lui aussi du sud de la France et qui participait aux Winners pour la première fois cette année en catégorie cool. Et bien dans les libres, il nous a fortement surpris par un programme extrêmement bien construit et une utilisation fort judicieuse des rubans qui se déstataient. Son modèle pèse 11 kg et est simplement motorisé par un Titan 62 cm3, le Titan restant d'ailleurs le moteur le plus utilisé en voltige grand modèle. Nous voyons ici s'envoler d'une façon tout à fait spectaculaire le modèle de Stéphane, devenu le grand spécialiste du libre, aussi bien en compétition qu'en meeting où il est souvent demandé. Il avait amené ici aux Winners 3 Cap 232 différents, mais qui se ressemblaient beaucoup par leur décor.
un modèle de chez ZN, un modèle de chez Delro et un modèle personnel entièrement en structure. Les 3 avions étaient motorisés par un nouveau moteur bicylindre de 80 cm3 d'origine tchèque ZDZ. Parmi les figures les plus spectaculaires de Stéphane, on notera cette descente parachutale sur le dos et bien entendu ces fameux torques activés sur l'émetteur durant une figure qui dure plusieurs dizaines de secondes. C'est vraiment toujours aussi spectaculaire. Il faut également savoir que le vent gênait énormément les évolutions des modèles et particulièrement en torque roll. La figure n'en était que plus périlleuse à réaliser. Le dernier concurrent à prendre l'air est Arnaud Lehnen, qui nous fait un vol magnifique, qui le classe d'ailleurs second juste derrière Stéphane Lorenz, avec lequel il est depuis longtemps en bagarre dans les programmes libres. Ce sont sans doute les 2 meilleurs spécialistes actuels en France, si on accepte les frères paysans Leroux, que l'on voit rarement dans les concours nationaux. Il volait ici avec un Extra 300S qui appartenait à Eric Maillet, ayant cassé son propre modèle quelques jours seulement avant le Winners qu'il effectuait un torque roll à quelques mètres du sol. Arnaud, on a pu le voir évoluer cette année durant le meeting de FRTLA, sur la même musique d'ailleurs, ce qui prouve qu'il répète ses programmes libres et ce qui lui donne sans aucun doute un sens de rythme bien supérieur que la moyenne des pilotes qui participent dans ce genre de compétition à l'heure actuelle. Il est certain que pour améliorer les résultats, l'entraînement est en libre également absolument indispensable. Que j'ai eu, je pense que ça s'est bien passé, ouais. Et pourtant c'est pas ton avion. Pourtant c'est pas mon avion, ouais. Enfin bon, moi je connais bien cet appareil parce que j'en ai 2. Malheureusement j'ai pas pu participer avec parce que bon j'ai eu des petits ennuis. Alors moi je connais bien l'avion me connaissait pas trop mais on a vite fait connaissance. Et ça s'est très bien passé, je suis très content. T'es prêt à revenir? Ouais, ah oui, y a pas de problème. Mais une année plus sèche peut-être. Une année plus sèche, ouais, on va essayer de commander ça au Père Noël et faire le Winners un peu plus tard dans la saison. Pour que ça se passe mieux. Second en libre, Arnaud remporte cependant la catégorie Most. Et bien voici ce premier numéro du vidéo magazine RCM achevé. J'espère qu'il vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour la seconde édition, où vous retrouverez entre autres choses le reportage complet de la bande d'Ordanche et un essai détaillé du A10 Aéronaute par Thierry Soin.